Donc, ce secteur est vraiment porteur et je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser. Et aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui vous accompagneront, autant les OPCO que les pôles emploi, que des agences ou que même les employeurs pour vous présenter les métiers comme on le fait aujourd'hui, pour le faire découvrir, essayer d'intéresser un maximum de candidats. Hem, Quels sont les avantages, que vous retrouvez à travailler dans le secteur du tourisme ou de la mobilité en général? Est-ce que vous en avez en tête? Les avantages, après, je dirais que c'est quand même un secteur parce que le tourisme, c'est assez large. Mobilité, c'est vrai que voilà, on peut travailler plutôt dans une agence de voyage, on peut faire du transport de personnes, voilà, de site en site. On peut travailler aussi dans le domaine du maritime avec les croisiéristes. C'est vrai que c'est vraiment, voilà, comme on le disait, hein, c'est un domaine, enfin un secteur assez large, le tourisme. Donc l'avantage, voilà, c'est qu'il peut y avoir aussi de la saisonnalité. Donc, pour certains, ça peut être un plus. Et puis, c'est de découvrir et de rencontrer du public différent. Parce que selon l'activité dans laquelle vous allez être, ben, vous allez peut-être tous les jours rencontrer des nouvelles personnes. Donc, je pense que c'est un métier aussi de contact où voilà, il faut aimer Exactement. finalement Faut aimer les rencontrer. autres. Oui. Oui, voilà. Il faut aimer le relationnel, être Faut être quand un même côté assez avenant, bienveillant, en fait, ouais. oui, avenant également. Et il y a vraiment ce côté-là dans le tourisme. Et là, par contre, sur la majorité des métiers, c'est souvent du contact avec les gens. Donc, c'est un vrai attrait de ce métier si on est intéressé par ça. Hem, Combien d'alternants vous avez, environ, hein, recrutés cette année? Ouais. Bah là, moi, je travaille sur 2 filiales précisément, sur Nice. Donc on est à 3 alternants. On en a un 4e attaché à la maintenance, mais via un contrat de mise à disposition. Donc on a différents dispositifs, pour l'alternance. Mais dans les filiales, aussi sur le département, ont, le même nombre d'alternants. Donc on doit être à peu près à 10-12 alternants, sur le département. Mais la plupart des filiales de Keolis ont le même principe, ont compris l'intérêt des contrats d'alternants. Donc, ça se développe énormément. Pour rebondir d'ailleurs là-dessus, Keolis, pour la première fois cette année, a créé son CFA, pour le moment vraiment dédié à la maintenance. Et donc, on a créé une première promotion de 10 personnes qui va être diplômée dans 16 mois et avec un CDI à la clé. Et donc, d'où vraiment l'intérêt et ce contrat est vraiment en développement. Donc, non, je pense qu'il va continuer à se développer. Il y a de l'accompagnement en plus de différents acteurs, des financements, que ça soit locaux mais aussi d'État. Tout le monde a un intérêt à aller vers ce type de contrat. Donc il est en réel développement. Donc là, tout est en place pour une vraie expansion, ça y est, quoi. On y est. Oui. Ok, super. Et est-ce que vous pourrez, je vais vous demander votre avis, pourrez me distinguer la différence entre un stage et de l'alternance, si ça vous convient? Allez-y. Alors, ça n'a rien à voir. Je préfère être clair. L'alternance, on est vraiment sur quelqu'un qui va être en formation et qui va mettre en application ce qu'il apprend en formation en entreprise. Et ça sur 1 an minimum, mais en général plutôt 2 ans, on essaie. Par rapport à un stagiaire, où là c'est un stage plutôt soit de fin d'études ou de milieu d'études, là que de quelques semaines, pour savoir plus appréhender si le métier vers lequel on tend correspond à nos attentes. Le stage sert vraiment à ça, c'est de la découverte, de l'immersion, mais on n'est pas dans un processus d'apprentissage qui alterne formation et entreprise. En fait, sur l'alternance, vous allez valider un diplôme ou un titre professionnel. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion-là de pouvoir à la fois avoir la théorie et la pratique. Et il faut savoir aussi qu'au niveau de l'alternance,
on peut, alors quand on parle d'alternance, il y a 2 types de contrats, hein. Il y a le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Et sur ces types d'alternance, vous pouvez aller du CAP au bac+5. Donc c'est vrai que c'est quand même au niveau du choix possible, il y a une pluralité de formations qui peuvent exister. Donc finalement, c'est un petit peu fini ces préjugés sur l'apprentissage de dire c'est un petit peu la voie par dépit. C'est vraiment un dispositif qui a le vent en poupe et qui permet de pouvoir s'épanouir et de développer énormément de compétences au sein des entreprises et en plus d'avoir des diplômes et de pouvoir aussi évoluer jusqu'au bac+5, ça fait quand même une belle expérience et de beaux diplômes sur le CV si jamais vous souhaitez continuer sur ces thématiques-là. Un autre avantage aussi du contrat en alternance, c'est que beaucoup d'employeurs en début de carrière reprochent l'absence d'expérience en entreprise. Et c'est ce que permet le contrat par alternance, de continuer sa formation, acquérir un diplôme, mais aussi avoir une expérience en entreprise qui pourra être valorisée soit dans la même entreprise, soit dans une autre entreprise. Mais ça, c'est vraiment aussi un atout de ce contrat. Et en complément, vous êtes rémunéré selon votre âge et le diplôme préparé. Il y a un salaire qui tombe tous les mois, c'est quand même pas négligeable aussi. Il y a une certaine indépendance ou un début d'indépendance financière. J'ai une question de quelqu'un dans le chat. Est-ce que le fait d'être une région très touristique aide vraiment à trouver un apprentissage dans ce domaine ? Oui, parce que vous allez avoir beaucoup d'entreprises qui vont se développer finalement dans le tourisme, qui vont rechercher. Donc c'est sûr qu'il y a certaines régions, notamment sur la Côte d'Azur, avec le flux de touristes qui vient chaque année. Il y a des forts besoins en recrutement. Et des opportunités sur l'alternance. Oui. Super. Les contrats dans le secteur de la mobilité ou du tourisme en général sont toujours très courts ou des contrats saisonniers où il y a quand même. Ça dépend des entreprises, ça dépend de leur activité. On parlait de l'hôtellerie-restauration, on est plus sur de la saison quand même. Même s'ils essaient de tendre vers des contrats en CDI ou de longue durée. Mais d'autres secteurs, c'est du CDI, on n'est pas lié à des saisonnalités. Moi, je pense à mon domaine dans le transport. On est attaché à une saison touristique estivale, ce qu'on appelle aussi les arrière-saisons, donc le printemps et l'automne, et après l'hiver avec les Alpes qui sont juste là. Donc on est sur une activité pleine toute l'année. Donc ça dépend vraiment des secteurs d'activité, mais notre région est quand même relativement touristique toute l'année quand même. Donc on a parlé un petit peu des préjugés sur ce secteur-là en général. Est-ce qu'il y a vraiment un préjugé que vous avez vraiment envie de casser sur le secteur ? Alors peut-être sur le transport, oui. Sur le transport, oui. De dire que c'est un secteur qui ne paye pas, où on fait beaucoup d'heures, on fait du découché, tout ça c'est plus forcément d'actualité. Je vous laisse compléter parce que c'est vraiment votre domaine, mais on a encore ce préjugé de le transport ça paye pas ou c'est pénible. Vraiment sur le domaine du transport de voyageurs. C'est vrai que ça reste quand même avec des horaires qui restent compliqués. On demande, il y a beaucoup d'heures, il y a des heures le week-end. Parfois, quand on est même attaché au tourisme, c'est des soirées, des groupes à accompagner. Donc, c'est au-delà de la conduite de groupe. Donc, c'est quand même assez lourd. Mais par contre, les rémunérations sont quand même attractives. Ça, on ne pourra pas les détailler maintenant, mais je vous invite à s'y intéresser. Donc, on est attractif aussi en termes de rémunération. Et un autre préjugé, par contre, que je voulais faire tomber, c'est que c'est ouvert aussi aux femmes. Malheureusement, on a très peu de femmes dans le transport de voyageurs. On essaie de changer l'image du métier, de le rendre attractif aussi pour un public féminin. Et ça, en préjugé que j'aimerais faire tomber, c'est ça. C'est vraiment un métier aujourd'hui qui est pour les hommes comme les femmes
Et je dirais bien au contraire, on a des très belles réussites avec des conductrices féminines. Donc ça, c'est un préjugé qui est encore trop ancré, mais qu'on essaie de gommer. Ce préjugé de l'homme routier, comme ça, souvent au volant. Exactement. C'est vrai que ça Alors existe. qu'en plus, les femmes sont fortement appréciées par les employeurs parce que voilà, elles soignent bien les véhicules, elles font attention. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Et puis c'est vrai que finalement, les véhicules ne sont pas les mêmes que ceux qui pouvaient y avoir il y a 30, 40 ans. Donc ils sont adaptés, ils sont voilà, de plus en plus faciles, si je peux me permettre, à conduire. Donc forcément, c'est voilà, c'est un domaine qui est ouvert aux femmes. Exactement. Et vous pensez que, pour revenir sur l'alternance, vous pensez qu'il y a eu une augmentation des demandes d'alternance ou des contrats d'alternance depuis à peu près combien de temps? C'est quoi l'élément déclencheur qui a selon vous? Une forte augmentation il y a 2-3 ans, notamment avec les aides que le gouvernement a mis en place, puisque finalement, dès lors qu'une entreprise prend un contrat d'alternance, elle a une aide pour compenser une partie du salaire qui sera versé aux candidats. Donc c'est vrai qu'il y a eu une forte augmentation des contrats d'alternance. Et puis je pense qu'il y a aussi des préjugés qui peuvent tomber, qu'il pouvait y avoir sur l'alternance auparavant, avec des entreprises qui, avec l'aide aussi, ont finalement tenté l'aventure de l'alternance, qui se sont rendus compte que c'était peut-être pas si compliqué à mettre en place, qu'ils avaient des belles réussites en interne, et donc qui prolongent et développent aussi l'alternance. Entièrement d'accord. Et une autre question peut-être sur le chat? Non. Il y a quelque chose que vous avez envie de développer ou rajouter? Non, moi j'aurais une petite question avant de finir. Tout simplement, pourquoi venir chez vous et pas quelqu'un d'autre en fait? Alors, nous, on est un organisme, du coup, finalement, on embauche, on a des salariés, on est plus de 500 en France, mais on va pas forcément embaucher directement sur les métiers du tourisme parce que voilà, on a ce côté-là de pouvoir promouvoir les métiers, de plutôt financer les formations, même si voilà, on recrute aussi, mais pas forcément sur vraiment le domaine d'aujourd'hui. Okay. Donc ce serait plus. Ce serait plus porté vers vous la question. Oui, voilà. Donc, si je peux me permettre, par rapport à notre secteur d'activité, donc vraiment le transport de voyageurs, déjà c'est vraiment un secteur qui recrute, donc vous avez quand même des chances de pouvoir rentrer dans ce secteur d'activité. Comme je le disais, avec une rémunération intéressante. Et déjà, on essaie de présenter le métier, mais on ne l'imposera jamais. Si ça n'intéresse pas, il n'y a pas de difficulté. Mais en général, ce qu'on remarque, c'est que les gens qui rentrent dans le transport, ils restent la plupart de leur carrière. C'est une chance qu'on a, c'est que c'est toujours en développement. De toute façon, on tend de plus en plus vers du transport en commun. On est quand même en train de diminuer les voitures dans les centres-villes, à utiliser les transports en commun même pour des longs trajets, de toute façon. Donc ça va toujours se développer. Donc on est toujours en phase de recrutement. Et les gens en général, les départs, la majorité de nos départs, c'est des départs en retraite ou d'un transporteur à un autre transporteur. Mais c'est des gens qui restent dans le secteur d'activité. Il y a quand même ce truc de donner un peu le bâton, quoi. Je veux dire, le relais d'une personne à une autre, quoi. Soit une personne termine toute sa carrière et voilà, elle arrête, soit elle donne un peu tout ce savoir, en fait. C'est ce qu'on fait. On crée des binômes, justement, avec nos salariés les plus compétents et nos nouveaux entrants. On crée des binômes, justement, pour expliquer le métier, donner envie de faire ce métier. Et on accompagne comme ça, et nos salariés qui sont proches de la retraite apprécient donner cette envie du métier. Donc, c'est d'autant plus simple de créer ce qu'on appelle, nous, des binômes ou des tutorats pour justement la transmission des compétences. Voilà. Voilà. Super.
Et vous parliez d'évolution et de l'essor de la mobilité en ce moment. Est-ce que vous pourriez me parler, c'est un sujet qui est évoqué dans votre magazine Pulse, il me semble. Et quel est le futur pour vous de la mobilité en général en termes technologiques ou comme vous souhaitez en développer? Déjà, merci de citer Pulse, c'est bien, parce que c'est vrai que ça reste quand même dans notre secteur d'activité, ce magazine, mais oui, c'est vraiment promouvoir encore une fois le transport. Et là, on est vraiment sur une phase où on est en pleine transition énergétique. Donc là, ça se bouscule très vite en termes de technologie sur nos véhicules. On est obligé de quitter le thermique, donc on était diesel, et on est obligé d'arrêter. C'est comme ça et c'est tant mieux, je dirais. Et on tend vers donc de l'électrique, du gaz naturel et demain de l'hydrogène. Voilà, c'est vraiment les énergies de demain. Donc toutes les flottes évoluent. Donc ça, c'est le premier gros changement. C'est en termes d'énergie. Et le deuxième changement, c'est de plus en plus créer des solutions interconnectées de transport. Passer rapidement d'un tram à un bus, à un vélo, à une navette fluviale presque. Mais de tout joindre et d'avoir plusieurs solutions. D'arriver à ce qu'on appelle des pôles multimodales, d'arriver et d'avoir plusieurs solutions. Soit je prends un vélo, soit je prends un tram, soit je prends un bus. Et on tend vers une multimodalité, ça s'appelle. Donc c'est interconnecter les différentes offres de transport en commun qui peuvent exister sur un territoire. Voilà. C'est une recherche de jamais être à dépourvu pour pouvoir se déplacer. Exactement, oui. Et là, justement, Keolis, qui est quand même un acteur privé, travaille avec les territoires, que ce soit les villes, les mairies, les régions ou autres. C'est vendre son expertise et essayer de proposer la meilleure offre de déplacement possible pour éviter les véhicules qui sont voués à quand même être réduites petit à petit, et donc proposer la meilleure offre possible de déplacement via les transports en commun. Voilà. Je viens de voir qu'on a une autre question dans le chat à propos du tourisme. Je prends un peu le train en cours de route, mais quel type de diplôme peut-on préparer dans le cadre du tourisme? Eh bien, sans spoiler, la candidate suivante pourra présenter ce qu'elle fait en formation. Non, on peut avoir du BTS tourisme, il peut y avoir... parce que finalement, dans le tourisme, on a des agences de voyage aussi, et vous pouvez avoir de la vente, du commerce. Enfin, voilà, c'est pas uniquement le tourisme comme on peut voir peut-être le guide touristique qui fait partie de la grande famille du tourisme. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de diplômes, que ce soit en commerce, en vente aussi, puisque finalement, dans une agence de voyage, on vend aussi des billets pour que les personnes puissent partir en voyage. On organise aussi finalement les voyages. Donc, il y a énormément aussi d'activités et de diplômes qui peuvent se présenter dans le tourisme. C'est très large pour réussir à faire une liste compliquée, faire une liste non exhaustive. La restauration rentre aussi dans le secteur du tourisme et là propose une quarantaine à peu près de métiers différents attachés vraiment à ce secteur. On va pas toutes les citer quoi du coup. Non. Ok, d'accord. C'est un secteur très large. Ça peut... Et puis ça demande des compétences tellement diverses, que ce soit en langue, de l'organisation, savoir de la débrouille, tout dépend le secteur d'activité, quoi. On en a parlé, ça se dépend, ça va jusqu'à même à l'aviation finalement, puisqu'il y a le transport aérien. Donc ça requiert aussi des tas de diplômes et des connaissances très diverses. Bon, je vais pas tourner en rond, mais pour revenir sur l'essor de la mobilité et les nouvelles technologies qu'elle va venir, dans quelles circonstances vous est venue l'idée, enfin dans votre entreprise, de créer un magazine en lien avec le secteur de la mobilité? Là encore, comme l'a décrit aussi Gwendoline, c'est vraiment essayer de promouvoir ces métiers, de le rendre plus visible,
Donc c'est via un magazine, mais c'est via des présentations comme on peut faire. Je sais que je le fais aussi beaucoup avec les agences intérim, les pôles emploi. C'est vraiment promouvoir le métier. Et ce magazine aussi participe, au-delà de la présentation des métiers, c'est plus largement entendu le secteur d'activité. Avec les nouvelles technologies qui se mettent en place, toute cette effervescence autour du transport et de la mobilité en général qui se développe, ça participe à un essor de ce secteur d'activité. Est-ce que vous avez aussi une présence sur tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube Oui, on essaie de plus en plus, notamment via LinkedIn, plutôt des réseaux sociaux professionnels. Mais on essaie, oui, là encore pour promouvoir, mais d'utiliser l'ensemble des moyens, des canaux de diffusion. Oui, c'est toujours une problématique de visibilité, de mise en contexte et de casser les préjugés qu'on a parlé tout avant pour pouvoir pas attirer, mais faire découvrir des opportunités à tout le monde, parce qu'on n'a pas tous connaissance des réalités du métier. C'est toujours quelque chose de très lointain, le monde professionnel, surtout en tant que jeune. On se dit, voilà, c'est des contraintes et tout, mais il y a aussi des plus-values qui sont apportées par ce genre de métier, voir du paysage, découvrir de nouvelles personnes et exploiter, par exemple, ses compétences en langue. Donc, c'est plein d'opportunités qu'on n'a pas forcément la possibilité de connaître. C'est pour ça qu'on essaye par différents canaux finalement de toucher du monde et de présenter un petit peu les métiers, que ce soit sur des salons, sur des informations au sein des missions locales, auprès des demandeurs d'emploi, auprès des personnes qui vont eux-mêmes orienter peut-être les futures personnes, d'essayer vraiment de promouvoir et de faire connaître tous ces métiers-là. Là, une des prochaines missions que l'on va avoir, nous, en tant qu'OPCO, c'est de pouvoir aller faire la promotion des métiers dans les lycées, dans les collèges, de manière à pouvoir toucher finalement des publics différents et, quel que soit l'âge, de au moins pouvoir présenter. Parce que si on ne connaît pas forcément nos métiers, on ne va pas d'instinct venir, sauf si on a quelqu'un dans la famille qui est en agence de voyage ou qui est dans le transport, ou ça va nous parler, mais c'est vrai que si on ne connaît pas forcément, c'est pas toujours évident. Là, aujourd'hui, il y a une multitude d'informations qu'on trouve partout. Donc voilà, le but, c'est d'essayer de pouvoir présenter, donner un peu le goût finalement à nos métiers, à nos secteurs aussi, en pouvant présenter de manière différente, en essayant de participer aujourd'hui à l'émission. On essaye finalement un petit peu par tous les moyens et d'essayer aussi de manière innovante pour présenter et puis pour donner goût aussi à nos métiers, à nos secteurs. Est-ce que vous auriez une plus-value dans votre entreprise pour donner envie de travailler dans votre entreprise? Des avantages? J'ai essayé déjà de décrire un peu. Peut-être un avantage que j'ai pas développé, c'est le groupe Keolis est une société internationale. On est présente, l'entreprise est présente dans une quinzaine de pays et on ouvre à l'ensemble de nos salariés tous les postes vacants dans le monde entier. D'accord. Donc à partir de là, en termes de mobilité, je crois qu'on ne peut pas faire plus. La personne peut aller travailler à Dubaï, sur le réseau de Houston, au Canada, en Australie, en Chine et à l'international. Donc ça, c'est peut-être un avantage. Okay. Et chaque salarié a un portail numérique où dessus, il a accès à pas mal de données, mais notamment tous les postes vacants à l'instant T sur le monde entier, et peut se positionner comme il le souhaite sur ces postes. Pour reformuler, votre entreprise, c'est une ouverture un peu sur les opportunités à l'international. Oui. Une fois que vous êtes intégré dans l'entreprise, vous pouvez, par exemple, travailler ici en France et dans quelques années, travailler dans d'autres pays. Exactement. Et ça reste du souhait des salariés, du personnel. Vraiment, chaque collaborateur est libre de soit rester
sur son poste, de tester quelque chose d'autre, mais sur le même secteur, ou alors de vraiment bouger et être mobilisé où il le souhaite. Mais là, ça reste à son souhait. On n'imposera jamais une mobilité à quelqu'un. Voilà. Ok. C'est un sacré avantage pour pouvoir découvrir des nouveaux secteurs ou des opportunités à l'étranger. C'est une ouverture sur le monde considérable. Et tu veux rajouter quelque chose? Ou les Voilà. Je sais pas mentir. On a bien parlé, je trouve. un dernier mot pour la fin? Oser, je vais reprendre finalement notre petit slogan. Voilà, oser les métiers de la mobilité. On a de très belles opportunités, donc n'hésitez pas à venir finalement nous découvrir sur notre site je bouge mon avenir pour voilà, pourquoi pas débuter une nouvelle aventure dans nos entreprises. Est-ce que, si ça vous dérange pas, vous pouvez nous reciter les sites que vous avez mentionnés tout à l'heure? Oui, alors j'ai les petites plaquettes. Donc vous avez Mjob sur lequel vous pouvez créer votre profil, déposer votre CV pour que les employeurs puissent le consulter ou bien répondre directement à des offres que les entreprises ont déposées. Et si jamais vous ne savez pas encore quoi faire, vous pouvez venir découvrir nos différents métiers, nos secteurs sur le site jebougemonavenir.fr. Vous avez des réseaux sociaux ou des comptes? On est présent, pareil aussi sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitch aussi. De temps en temps, on essaye d'organiser des événements. Enfin voilà, on essaye d'être visible le plus possible sur les différents réseaux sociaux. Aussi, vous avez des réseaux sociaux à mettre en avant? Surtout LinkedIn, vous verrez, on essaie d'être le plus présent possible. Donc, juste en tapant Keolis, vous aurez accès à tout ce qu'on peut faire à travers le monde, d'ailleurs. Et ce que je voulais préciser, comme on était aussi dans le cadre de la métier, vous avez sur YouTube, sans le citer, ce qu'on appelle les révélateurs d'expérience. Donc, c'est des petites vidéos de 2 minutes qui présentent la plupart de nos métiers du transport en commun. Mais j'entends du conducteur, de la maintenance, du commercial, de l'exploitation, c'est-à-dire monter les plannings des différents voyages ou autres. Donc ça, c'est révélateur d'expérience. N'hésitez pas à aller voir ces petites vidéos qui continueront à détailler et présenter ces métiers du transport et du tourisme. Et puis au-delà de ça, c'est enrichissant aussi de voir des vidéos qui nous apprennent des choses, même si on n'est pas forcément voué à ça. C'est aussi de la culture, je trouve. Oui, parce que ce sont vraiment des professionnels qui parlent de leur métier, qui expliquent ce qu'ils font au quotidien. Donc c'est toujours intéressant de découvrir finalement un nouveau métier, même si c'est voilà, peut-être pas quelque chose Exactement. sur lequel on aurait envie d'y aller, ou alors ça peut donner goût en disant pourquoi pas, j'y avais pas pensé, et on peut se renseigner et finir finalement dans le transport aussi ou dans les. Aiguiller quelqu'un qui est en recherche et qui tiens, regarde cette vidéo, c'est peut-être ton domaine d'appétence et ça pourrait permettre des grandes opportunités. Donc merci à vous deux. Merci à vous. Nous allons faire une petite courte pause. On va vous montrer une courte vidéo et on va passer aux prochains invités juste ensuite. À tout de suite. Pour la vue, Ça y est, ouais, ça y est. Ça arrive. pour les contacts. Pour commencer. Pour construire l'avenir. Pour le silence. Pour la vue. Pour le contact. Pour les contacts. Pour commencer. Pour construire l'avenir. Pour le silence. Pour l'ambiance. Pour une saison. Pour une vie. Et pour vous, ce sera quoi? Le tourisme recrute des milliers d'offres sur monemploitourisme.fr. Pour la vue. Pour le contact. Pour les contacts.
Pour commencer. Pour construire l'avenir. Pour le silence. Pour l'ambiance. Pour une saison. Pour une vie. Et pour vous, ce sera quoi? Le tourisme recrute des milliers d'offres sur monemploitourisme.fr. Pour la vue. Pour le contact. Pour les contacts. Pour commencer. Pour construire l'avenir. Pour le silence. Pour l'ambiance. Pour une saison. Pour une vie. Et pour vous, ce sera quoi? Le tourisme recrute des milliers d'offres sur monemploitourisme.fr. À personne, je m'en bats les couilles de vous et vos lives. Quand je suis dans ce mood, baby, c'est mieux que tu t'en ailles. Arrête de faire genre que tu prends soin de moi, tu sais que ça m'écarte. C'est mon problème si je me fais du mal. Ironie la race pour un peu d'audimat. Ironie la sera pour 2-3 jolies dames. La relation grave une fois que j'ai vu toutes ces cartes. Je sais pas, je mets beaucoup d'oseille dans le rap, c'est même pas rentable. Mais je m'en bats les couilles, y'a que ça qui répare mon âme. Y'a que ça qui donne un sens à ma putain de life. Baby, pourquoi tu râles? Ton love mais pas vital. Je sais pas si c'est parce que je suis trop dans mon art ou parce que j'ai pas trouvé la perle rare. Je commence ma peine et c'est trop joli. Je regarde les étoiles en haut de la colline. Ça prend du time, j'attends qu'elle s'aligne. Souffrir puis guérir, c'est le charme de l'œil. Sorge mon corps à mes démons. Je marche solo dans la peine. J'entends mes anges qui crient mon nom. J'ai les larmes aux yeux mais je me retourne pas. Sorge mon corps à mes démons. Je marche solo dans la peine. J'entends mes anges qui crient mon nom. J'ai les larmes aux yeux mais je me retourne pas. À ta soirée je nique l'ambiance qui a. Je fais couler du sang, du maquillage. Le love que tu me donnes c'est du gaspillage. Donne-le à celui qui le mérite. Je suis dans son cœur en intérim. Un peu rabat, j'écris devant sa porte. Et je me demande ce qu'elle m'apporte. Le blanc, le noir, je sais pas, peu m'importe. Toutes ces salopes ne voient pas mes efforts. Je remercie la prod de me garder en forme. Je me tailler vers mon accord. Un peu comme Minamino. Et même depuis Mino. J'ai capté leurs signaux. Là je suis très young, je les trash talk comme très young. Elle veut baiser sur mes sons. Gianni, 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 Gianni. Charge mon corps à mes démons. Je marche solo dans la peine. J'entends mes anges qui crient mon nom. J'ai les larmes aux yeux mais je me ressens pas. À personne, je m'en bats les couilles de vous et vos lives. Quand je suis dans ce mood, baby, c'est mieux que tu t'en ailles. Arrête de faire genre que tu prends soin de moi, tu sais que ça m'écarte. C'est mon problème si je me fais du mal. Ironie la race pour un peu d'audimat. Ironie la sera pour 2-3 jolies dames. La relation grave une fois que j'ai vu toutes ces cartes. Je sais pas, je mets beaucoup d'oseille dans le rap, c'est même pas rentable. Mais je m'en bats les couilles, y'a que ça qui répare mon âme. Y'a que ça qui donne un sens à ma putain de life. Baby, pourquoi tu râles? Ton love mais pas vital. Je sais pas si c'est parce que je suis trop dans mon art ou parce que j'ai pas trouvé la perle rare. Je commence ma peine et c'est trop joli. Je regarde les étoiles en haut de la colline. Ça prend du time, j'attends qu'elle s'aligne. Souffrir puis guérir, c'est le charme de l'œil. Sorge mon corps à mes démons. Je marche solo dans la peine. J'entends mes anges qui crient mon nom. J'ai les larmes aux yeux mais je me retourne pas. Sorge mon corps à mes démons. Je marche solo dans la peine. J'entends mes anges qui crient mon nom.
j'ai les larmes aux yeux, mais je me retourne pas. À ta soirée, je nique l'ambiance qui a, je fais couler du sang, du maquillage. Le love que tu me donnes, c'est du gaspillage. Donne-le à celui qui le mérite. Je suis dans son cœur en intérim, un peu rabat. J'écris devant sa porte et je me demande ce qu'elle m'apporte. Le blanc, le noir, je sais pas, peu m'importe. Toutes ces salopes ne voient pas mes efforts. Je remercie la fraude de me garder en forme. Je me tailler vers mon accord, un peu comme Minamino. Et même depuis Mino, j'ai capté leurs signaux. Là je suis très young, je les trash talk comme très young. Elle veut baiser sur mes sons. Gianni, 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 Gianni. Charge mon corps à mes derniers. Je marche sur l'autre à la perne. J'entends mes songes qui crient mon nom. J'ai les larmes aux yeux, mais je me ressens pas. À personne, je m'en bats les couilles de vous et vos lives. Quand je suis dans ce mood, baby, c'est mieux que tu t'en ailles. Arrête de faire genre que tu prends soin de moi. Tu sais que ça m'écarte. C'est mon problème si je me fais du mal. Ironie leur race pour un peu d'audimat. Ironie leur sera pour 2-3 jolies dames. La relation gave une fois que j'ai vu toutes ces cartes. Je sais pas, je mets beaucoup d'oseille dans le rap, c'est même pas rentable. Mais je m'en bats les couilles, y'a que ça qui répare mon âme. Y'a que ça qui donne un sens à ma putain de life. Baby, pourquoi tu râles? Ton love mais pas vital. Je sais pas si c'est parce que je suis trop dans mon art ou parce que j'ai pas trouvé la perle rare. Je commence ma peine et c'est trop joli. Je regarde les étoiles en haut de la colline. Ça prend du time, j'attends qu'elle s'aligne. Souffrir puis guérir, c'est le charme de l'œil. Sorge le mon corps à mes démons. Je marche solo dans la peine. J'entends mes anges qui crient mon nom. J'ai les larmes aux yeux mais je me retourne pas. Sorge le mon corps à mes démons. Je marche solo dans la peine. J'entends mes anges qui crient mon nom. J'ai les larmes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivia Grégoire, ministre déléguée en charge des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Ici, nous sommes à Giverny, vous l'avez sûrement reconnu, évidemment derrière moi les nymphéas, et nous sommes dans ce fantastique musée des impressionnismes. J'imagine que vous le connaissez, si ça n'est pas le cas, venez le voir. L'occasion pour moi de vous adresser un message fort pour toutes celles et ceux qui se questionnent sur leur avenir et qui se demandent si le tourisme est un secteur, un écosystème où ils ont envie d'aller s'engager, d'aller travailler ou d'aller apprendre. Alors le tourisme français, déjà, il va bien, il va très bien après des années très difficiles. Le tourisme français, qui est un tourisme important, c'est une force économique dans notre pays, c'est 8% du produit intérieur brut, c'est un écosystème très important pour l'économie française. Il porte à lui seul quasiment 2 millions d'emplois directs et indirects. Et bravo, j'ai envie de dire tout simplement aux acteurs du tourisme, mais aussi à vous qui me regardez, qui avez pris vos vacances en France. Pour la plupart d'entre vous, le tourisme français se porte bien mieux en 2022 et la saison s'annonce exceptionnelle. On pourrait se dire tout va bien dans le meilleur des mondes, mais les acteurs du tourisme, comme le gouvernement, ont à cœur aussi de renforcer ce qu'on appelle l'attractivité des métiers du tourisme. Ces métiers, ils sont très nombreux, très divers, à la mer, en campagne, en montagne, dans la vente, le développement, ou bien l'accompagnement des clients, dans la culture, dans la restauration. Ils sont extrêmement nombreux, divers et variés, assez peu connus, et pour la plupart d'entre eux, ils sont en pleine évolution, parce qu'il nous faut opérer la transition écologique, parce qu'il nous faut un tourisme plus durable. Il y a beaucoup de défis à relever dans le tourisme. Vous aimez cet écosystème, vous vous posez des questions sur votre avenir ou votre fils, votre fille, votre petit-fils, votre petite-fille. Alors, sachez que le gouvernement, avec les acteurs du tourisme, lance demain, mardi 13 septembre, une campagne de communication importante dans toute la France, jusqu'à nos outre-mer évidemment, pour promouvoir ces métiers au service du tourisme, des métiers passionnants, des métiers d'excellence. Sinon, la France ne serait pas la première destination touristique mondiale. On a besoin de vous pour continuer à le rester. On a besoin de jeunes gens
motivés, qualifiés, engagés. monemploitourisme.fr, tout attaché. Ce site, il fait partie de la campagne, il est pour vous, pour toutes celles et tous ceux qui se posent des questions sur ces métiers, sur les formations qui amènent à travailler dans le tourisme. Rejoignez cette plateforme, monemploitourisme.fr. N'oubliez pas ce que disait le grand sage Confucius, bien mieux que moi et bien avant moi, choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Choisissez des métiers que vous aimez. Le tourisme est formidable, il a besoin de vous, il a besoin de gens compétents, de gens qui l'aiment, de gens qui le font vivre. C'est peut-être vous, monemploitourisme.fr. Rendez-vous sur le site et pendant 2 ans, rendez-vous autour de cette campagne de promotion avec les acteurs du tourisme français. Rebonjour, on a de nouveau des nouveaux invités dans le cadre de la semaine des métiers du tourisme. Donc je vous laisse vous présenter. Alors bonjour, je suis Fabrice Leroy, le créateur de Rent Classic Car. Comme son nom l'indique, on loue des voitures de collection. L'entreprise est née il y a maintenant presque 15 ans sur la Côte d'Azur. Alors elle a beaucoup grandi, beaucoup évolué pour devenir le leader européen de cette petite niche avec une flotte de 70 voitures de collection basée à Nice. Et puis elle s'est un petit peu transformée puisque du concept originel de location de voitures de collection, on est devenu maintenant une activité, ce qu'on appelle une activité, un prestataire d'activité pour des groupes en séminaire, en incentive sur la Côte d'Azur. Donc on loue encore des voitures pour le cinéma et la télévision notamment, mais le cœur de notre activité, presque 90% de notre business, est constitué de groupes d'entreprises. D'accord. Donc c'est à vous qu'on pourrait demander, par exemple, si on a besoin pour un futur James Bond dans la région, une Aston Martin, on pourrait vous demander d'en louer une. Alors, James Bond a déjà conduit une de nos voitures. Alors, en l'occurrence, Pierce Brosnan a conduit une de nos très belles Mercedes Pagode. Alors, c'était pas pour James Bond, c'était pour la petite histoire, c'était pour une séance photo pour Hackett, pour la marque de vêtements anglais. Donc, effectivement, voilà, on est, puisqu'on est aujourd'hui dans le sujet de la mobilité, une entreprise du secteur de la mobilité également, mais d'une mobilité peut-être un peu différente, une mobilité un peu glamour, d'une mobilité un peu plaisir. D'accord. Je te laisse te présenter. Du coup, je m'appelle Margot. Je suis en alternance chez Rent Classic Car depuis mi-août à peu près. Et voilà. Et je pense que c'est tout. Et je suis du coup à l'école Tunon et je fais un BTS tourisme. D'accord. Donc, ces invités, c'est pour montrer, c'est dans le cadre de comme je l'ai déjà dit, le cadre de la semaine des métiers du tourisme. Et on va développer, je vais vous poser des questions, par exemple, sur comment s'est passée ton alternance et comment ça va s'inscrire dans ton projet professionnel, des questions, tout ça. Donc, ce que j'ai pu comprendre, c'est que tu es en préparation à un BTS de tourisme. Exactement. Du coup, je suis rentrée en BTS tourisme à Nice début septembre. Et depuis, je suis la formation et je compte passer du coup le diplôme dans 1 an approximativement. Je devrais passer mes partiels pour le BTS. D'accord. Donc, c'est un projet le tourisme, c'est un secteur qui t'intéressait depuis très longtemps ou c'est assez récent, enfin, depuis le début de ta formation? Alors, pas vraiment. Au départ, en sortant de mon baccalauréat, j'ai fait une licence de langue. Finalement, ça m'a pas plu. J'ai voulu me rediriger en psychologie, ça m'a pas plu. Et après, j'ai choisi le tourisme parce que c'est vrai que j'aimais bien voyager. Je voulais apporter ça aussi aux gens. Le voyage, la découverte, toutes ces choses. Et je me suis rendu compte que le BTS en alternance, c'était peut-être un moyen de pas être tout le temps à l'école et d'appliquer aussi ce que j'apprenais. Et du coup, de mélanger la théorie et la pratique et de découvrir aussi autre chose et la vie professionnelle. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. L'alternance, c'était venu comme une solution vraiment pour avoir contact avec le monde professionnel? Ouais. Ou c'était imposé par la... Non, pas du tout. Je pouvais aussi faire la formation en initiale. Du coup, là, on est toute la semaine à l'école. Mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant de lier les cours et le travail. Et du coup, de s'y rentrer directement dans la vie professionnelle parce que c'est sympa. Tu as déjà eu un premier contact avec le milieu professionnel avant l'entreprise? Oui, j'ai travaillé en boulangerie, en enquêtrice téléphonique aussi après ma licence, du coup, parce que fallait bien que je fasse quelque chose en attendant de trouver ce que je voulais faire. Donc là, j'avais déjà travaillé un peu, mais c'est vrai que c'est totalement différent de ce que je faisais,
Parce que déjà, là, c'est un vrai contrat sur 2 ans. Et puis, j'aime bien, ça me plaît vraiment et je vois que c'est peut-être ce que je vais faire plus tard. D'accord. Comment a eu lieu cette rencontre pour l'alternance? Est-ce que vous avez proposé des postes d'alternants ou c'est elle qui est venue vous démarcher? Alors, ça s'est croisé. L'école Thuneau m'a sollicité. Et c'est vrai que la création du poste de Margot, il s'agit d'une création de poste, elle s'est inscrite dans une nouvelle stratégie pour nous. Comme je vous disais, d'entreprises du secteur automobile, on est devenu progressivement une entreprise du secteur du tourisme. C'est vrai que quand on pense automobile de collection, on pense boulons, rondelles, taches d'huile. Et puis c'est vrai que petit à petit, on s'est imbriqué de plus en plus au sein du secteur du tourisme, les hôtels, les agences événementielles. On s'est aperçu que finalement, il y avait au moins 50% de tourisme dans notre activité, et pourtant il était dans l'effectif un petit peu sous-représenté. Donc quand Thuneau nous a sollicité en nous disant voilà, et pourquoi ne pas embaucher des alternantes en BTS tourisme, ça nous a paru extrêmement pertinent. Et donc là, on a reçu un certain nombre de CV. Certains ont retenu notre attention, pour ne pas dire certaines. Et voilà. Donc là, on a effectivement, on a un dialogue à distance d'abord qui s'est engagé et que moi j'ai trouvé passionnant. Donc voilà, c'était. Cette prise de conscience de l'aspect tourisme dans votre société, enfin la partie tourisme de votre société qui a découlé à cette. C'est vraiment le trigger parce que voilà, encore une fois, on pense voiture ancienne, on pense mécanicien. On se dit voilà, dans cette entreprise, il y a des mécaniciens, il y a des passionnés, il y a des enthousiastes, etc. C'est un fait. Mais en réalité, pour organiser ce qu'on appelle nous un rallye, c'est-à-dire une promenade en voiture de collection, c'est l'expérience qu'on propose aux entreprises qui viennent sur la Côte d'Azur. On s'aperçoit qu'il faut, ma foi, il faut réserver un lieu de départ. Il faut que ces gens aillent déjeuner. Comme ils ne peuvent pas conduire toute la journée, il va bien falloir qu'ils aillent peut-être vivre une autre expérience chez Fragonard ou visiter la Villa Efroussi de Rothschild. Et tout ça, c'est du tourisme. Ça n'est plus strictement parler une expérience automobile. Et c'est là où Margot intervient. Elle vient donner en quelque sorte du liant à ces activités. J'ai beau adorer nos voitures, les conduire toute la journée, ça ne suffit pas. Voilà, il faut qu'il y ait autre chose. Ces gens viennent pour vivre une expérience sur la Côte d'Azur. Alors, c'est une expérience automobile, mais la Côte d'Azur, c'est aussi 50% d'expérience. Et là où intervient Margot, c'est pour que il y ait une fluidité dans cette expérience automobile. Et ça aussi, c'est quelque chose qui apporte une véritable valeur ajoutée au rallye qu'on propose et aux produits qu'on propose. Très bien. Et quel est pour vous le profil type qui a fini par conduire finalement à l'emploi en alternance de Margot? Quel est le profil que vous cherchiez dès le départ? Alors en fait, c'est assez intéressant. Nos clients sont des agences événementielles. Pour l'expliquer en quelques minutes, voilà, on va organiser des incentives, on va organiser des expériences pour des entreprises aussi diverses que, je ne sais pas, la BNP, Microsoft, Facebook, que sais-je. Mais on est rarement en relation directe avec ces entreprises. Nos clients sont des agences événementielles qui organisent l'intégralité du séjour, donc les vols, l'hébergement, quelquefois la restauration, etc. Et notre interlocuteur, pour ne pas dire notre interlocutrice, c'est la chef de projet événementiel. Voilà. Donc, pour en revenir à Margot et à la définition du poste et à la recherche, ce que j'ai cherché, ce que nous avons cherché, c'est tout simplement le pendant de cette chef de projet événementiel. C'est-à-dire que si je demande à un de mes estimés collaborateurs traditionnels, on va dire passionné d'automobile, je dis tiens, discute donc avec l'agence du lieu de parking. Ils vont pas forcément avoir le même langage. Et donc, moi, ce que j'ai voulu, c'est aussi apporter à nos clients, agences événementielles, une interface. C'est-à-dire quelqu'un qui soit un petit peu plus de leur monde que du monde automobile. Donc, la définition de poste de Margot, c'est quelque part avoir dans notre entreprise, qui pourtant est un prestataire de service, eh bien, le pendant d'un chef de projet événementiel. Logiquement, de porte-parole, entre guillemets, de l'entreprise dans ce secteur-là. Absolument. Nos clients, quelquefois, n'ont pas une véritable connaissance de notre produit. C'est-à-dire qu'ils disent, Fabrice, tu vas les emmener
se promener avec 10, 15, 20, 30 voitures de collection, mais voilà, ils ne le connaissent pas. Et ils vont être beaucoup plus crispés par où est-ce qu'on va se garer, comment vont-ils se garer, combien de temps dure la pause café, etc. Et c'est dans ce contexte-là, vraiment pour répondre à ces questions-là, qu'on a souhaité avoir quelqu'un qui soit issu du secteur du tourisme. Et voilà, encore une fois, même si on n'est pas une agence événementielle, la recherche, et je pense qu'on l'a bien trouvé en la personne de Margot, eh bien c'est quelque part un chef de projet événementiel. Margot, est-ce que tu pourrais me décrire un peu tes débuts dans l'entreprise? Comment ça a passé de découverte un petit peu jusqu'à ce que ça se passe dans l'application concrète et véritable du travail pour ce pourquoi tu as été engagée? Ça s'est très vite fait, en fait, parce que je suis arrivée, j'ai rencontré une partie de l'équipe. Il y avait quelques rallyes au moment où je suis arrivée. Donc, en fait, je suis très vite rentrée dans le mouvement et on m'a très vite intégrée, même dans l'entreprise, etc. Puis après, j'ai eu la chance de pouvoir partir en Irlande sur un de leurs projets. Et ça aussi, ça m'a permis de découvrir plein de choses. Et j'ai été entourée par d'autres collaborateurs. Et du coup, très vite, en fait, j'ai commencé à apprendre à comprendre les parkings, comment réserver, de quelle heure à quelle heure, les temps de trajet, etc. Et tout s'est très vite fait et très, très bien fait, je trouve. Même avant d'avoir des cours, j'ai commencé à rentrer là-dedans et du coup, c'était assez intéressant. D'accord, donc ça t'a ouvert des opportunités à l'étranger. Donc ça se concentre pas sur la région. Et... Non. Alors, un petit mot sur l'Irlande, parce que c'est vrai que c'était la porte d'entrée, ça paraît un petit peu ésotérique. Voilà, j'ai la faiblesse de le dire moi-même. C'est vrai que je vous ai dit que nous étions un leader européen. Il n'y a pas ailleurs en Europe une flotte de 70 voitures de collection qui soit allouée et qui puisse être le support d'activités de promotion, d'activités de team building ou d'incentive. Donc c'est vrai qu'on intervient dans l'Europe entière. Là, en l'occurrence, on avait un brief qui était assez extraordinaire pour la société Michelin. En l'occurrence, recevoir 3000 invités de Michelin en Irlande à raison de 47 groupes de 64 personnes. Donc, tous les jours, 47 jours d'affilée, c'était un petit peu voilà, the Groundhog Day, comme on dit, le jour sans fin. Voilà, donc on a reçu 47 groupes d'affilée pour cette incentive géante. Et c'est vrai que c'était assez extraordinaire parce que voilà, le choix s'est fait. Margot est arrivée à la fin du mois d'août et le premier rallye devait être le 5 septembre. Et on s'est dit, tiens, voilà, on va emmener Margot, ce qui était une façon de la projeter dans ces grandes aventures. Alors, après, on a toutes sortes de groupes, toutes sortes de tailles de groupes, mais c'était une intégration assez intéressante. Je crois après une semaine de boîte, Margot était dans un avion pour Dublin. C'est assez improbable, mais voilà. Bon, on fait ce genre de programme, mais il est clair que la Côte d'Azur reste quand même l'activité principale. Voilà, l'activité principale est peut-être le plus bel endroit du monde à parcourir en voiture de collection. On y croit, on en est certain. En tout cas, c'est plus sympa que Dublin, je peux vous le dire. Après, c'est impressionnant de se dire que vous lui faisiez suffisamment confiance pour l'envoyer dans de tels projets. Donc, elle a, je suppose, des capacités d'adaptation assez conséquentes pour pouvoir se dire, voilà, j'ai tel projet, c'est un projet de longue durée, très intense, et se dire, voilà, je sais ce qu'il y a à faire, et il faut que j'embraye au même rythme qu'un salarié normal. C'est capital. Ça doit être au même rythme qu'un salarié normal, sinon, alors je pense dans toutes les entreprises, peut-être en particulier dans la nôtre, parce que c'est une entreprise, encore une fois, dont 50% de la culture est automobile, entreprise un peu masculine. Voilà, certains de mes collaborateurs ont plus ou moins l'âge de mes voitures, n'est-ce pas? Donc, voilà, si on ne traite pas Margot comme une collaboratrice à part entière, voilà, elle ne va pas recueillir le respect du reste de l'équipe. Donc, ça passe sous sa casse, entre guillemets, mais il fallait, dès le début, lui confier des missions qui soient les missions d'un salarié à part entière de l'entreprise, ce qu'elle est en réalité. Hein, on est lié par pour qu'elle puisse trouver sa valeur. Voilà, exactement. Ça c'est très bien fait. Et aujourd'hui, moi, j'ai un plaisir immense quand je vois des collaborateurs qui ont 40, 50, 60 ans qui viennent demander quelque chose à Margot, qui viennent lui demander d'être une apporteuse de solutions pour eux. Ça veut dire que voilà, ils ne la regardent pas ni d'en haut, ni d'en bas, ni que sais-je. Ils la regardent à un niveau égal comme une collaboratrice à part entière qu'elle l'est. Et, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du rythme de ton alternance et de l'aspect que tu trouves le plus intéressant dans l'entreprise? Déjà, je fais 2 jours en école et 3 jours en entreprise.
Donc, j'ai le lundi, mardi normalement à l'école. Et mercredi, jeudi, vendredi en entreprise. Et après, je fais du 9h, du 7h, des horaires de bureau tout simples. Parce qu'au final, en chef de projet événementiel, on est au bureau la majorité du temps. Après, c'est vrai que je me suis déplacée sur quelques rallyes à la fin de la saison, du coup, vers septembre-octobre. Et c'est aussi intéressant de pouvoir être face à des problématiques qu'on a résolues en amont, en bureau, et du coup, là, de pouvoir voir les solutions. Ouais, c'est ça, c'est super intéressant. Et c'est vrai que je pense que déjà, moi, j'aime bien les voitures. Donc ça, déjà, c'est une partie qui m'intéresse beaucoup dans le travail. Et après, je trouve ça intéressant parce qu'il y a plein de problématiques que je pense que je me serais jamais posées et j'aurais jamais imaginé me les poser si j'étais pas allée dans l'entreprise dans laquelle je suis, parce que c'est assez complet. On fait plein de choses, j'apprends plein de choses et je découvre plein de choses aussi. Et je me découvre aussi moi-même des fois. Je trouve que je suis capable de faire des trucs que je pensais pas être capable. Ouais, donc ouais, c'est ça. Qu'humainement. C'est ça, c'est super intéressant. Je crois. Non, mais oui, c'est super intéressant. Non, alors, sur le rythme et la temporalité, comme beaucoup d'entreprises du secteur du tourisme sur la Côte d'Azur, en fait, on a, c'est assez passionnant, on a une grande variété de problématiques et une temporalité où on va alternativement préparer, ou plus exactement, commercialiser, préparer, exécuter. Commercialiser, préparer et exécuter. Donc typiquement, pendant la saison, on exécute, on fait des rallyes, on est sur la route, etc. Alors en ce qui nous concerne, c'est une demi-saison plutôt qui commence, on va dire le mi-pi, mais souvent le kick-off de la saison, et puis jusqu'au mois de juin. Voilà, c'est extrêmement dense. Il y a le Grand Prix de Formule 1, il y a le Festival de Cannes. Les entreprises aiment beaucoup inviter, récompenser autour de ces événements. Donc on va dire que de la mi-mars, mi-pim donc, jusqu'à la fin juin, on fait des rallyes. Ensuite, on a un tout petit moment entre la fin juin et on va dire la dernière semaine de juillet, où là très très vite nos clients essayent de mettre leur deuxième semestre sous contrôle, parce qu'ils veulent partir en vacances, voyez-vous. Donc tous nos groupes de septembre-octobre, et il y en a beaucoup, parce qu'ensuite on va avoir une deuxième demi-saison où on va avoir les voiles de Saint-Tropez, on va avoir les yacht shows, on va avoir le jumping, encore beaucoup d'événements autour desquels les entreprises aiment inviter. En fonction de leur culture d'entreprise. Voilà, il y a des entreprises qui vont inviter pour les voiles de Saint-Tropez parce que c'est un bel événement, parce que c'est glamour, etc. Et ensuite, on rentre dans l'hiver qui est pour nous, alors là, un moment de commercialisation. C'est-à-dire que là, on va, entre guillemets, commercialiser les dates de l'année suivante. On prépare, et là on est sur le point d'exécuter. Donc là on est dans cette charnière qui est sympa. C'est un peu le calme avant la tempête. On a tout préparé, enfin en tout cas on l'espère, et après on va avoir ce qu'on appelle nous des rallyes. Donc on va avoir des activités, on va avoir 10 voitures, 15 voitures, jusqu'à 30 voitures sur les routes quasiment tous les jours. Donc c'est effectivement, on s'ennuie pas, et j'ai tendance à dire on s'ennuie pas parce qu'on fait assez rarement 2 fois la même chose. Donc c'est ça qui est plaisant. Ok. Et est-ce que vous pourriez un peu nous décrire votre parcours brièvement? Compliqué. Alors, brièvement. Brièvement, j'ai fait des études de philosophie, donc qui, a priori, ne préparaient pas exactement à une carrière ni entrepreneuriale, ni dans l'automobile. Mais voilà, c'était une sorte de petit plaisir, voilà, parce que ça me passionnait, ça passionne toujours. Et ensuite, j'ai travaillé dans le monde de l'édition. Du monde de l'édition, j'ai glissé vers le monde de l'audiovisuel. Okay. Voilà, ce qui pour moi sont connexes, hein, c'est-à-dire qu'on est d'une façon ou d'une autre dans la création de contenu. Donc j'ai eu pendant assez longtemps une boîte de production audiovisuelle. Et puis ensuite des entreprises dans le secteur alimentaire à l'étranger, aux États-Unis. Okay. Et puis ensuite, voilà, sur la Côte d'Azur, Rent Classic Car est venu, voilà, mais qui est une expérience différente parce que c'est une passion authentique. Alors j'aimais beaucoup l'image me passionnait, elle me passionne toujours. La bouffe également, mais les voitures de collection, voilà, c'est quelque chose dont je me sens un petit peu plus proche. La collection, c'est venu avec le temps, cette adoration pour les voitures? Toujours. Ça a toujours. Il y a pour moi, dans les années 50, 60 et 70, une espèce de foisonnement créatif qu'on retrouve partout. Alors dans le cinéma, dans le rock'n'roll, dans
la littérature, dans l'art et voilà, dans l'automobile également. C'est-à-dire, sont 3 décennies où on avait effectivement de l'ambition, de la créativité et puis du fric aussi. Donc, donc forcément, voilà, il y avait un petit grain de folie. Et moi, je vois souvent nos voitures comme des sculptures, en mouvement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très rationnel dans l'automobile, dans la production automobile. Il y a une volonté de la faire converger, c'est-à-dire d'avoir une espèce de véhicule unique, idéal, qui soit à la fois une voiture familiale, une voiture de sport, une voiture de prestige. Tout ça, ça devrait être le même truc. À l'époque, non, on avait des voitures de sport, on avait des jeeps pour aller faire du tout chemin, on avait des voitures de luxe, etc. Donc voilà, donc ça partait un peu dans toutes les directions. Mais c'est ça, et effectivement. Souvent, on a des clients, pour pas dire des clientes, qui nous disent, ben voilà, vous préférez laquelle et j'essaye de leur dire, c'est très difficile de vous dire laquelle je préfère, parce qu'il y en a une pour chaque moment. Voilà, si on va dîner à Monaco, on va vouloir peut-être prendre une Rolls-Royce. Si on va faire un tour en Italie, peut-être qu'on voudrait une Ferrari ou une Alfa Romeo. Et puis si on est en famille, on va prendre la DS. Alors je leur dis souvent aussi que c'est comme les chaussures, c'est-à-dire il y en a une pour chaque moment de la vie, pour chaque soirée, il y a une paire de chaussures différentes, donc elles ne peuvent pas s'arrêter d'acheter des chaussures. Et moi je ne m'arrête pas d'acheter des voitures. C'est vrai que c'est une bonne comparaison, clairement. Effectivement. Donc oui, c'est voilà. Mais pour revenir sur votre question initiale, oui. La temporalité, c'est intéressant parce que ça donne un rythme. Nous, entreprises du secteur du tourisme et de la mobilité, voilà, on a cette année qui va s'écouler et qui va nous permettre finalement, oui, voilà, de jamais se lasser, de jamais s'ennuyer, d'avoir une grande variété de problématiques. Et je pense que du point de vue de l'alternance, c'est aussi assez riche. Ok. Franchement, vous avez super bien répondu. Je sais pas quoi dire. Est-ce que tu te vois continuer dans l'entreprise après la fin de ton alternance ou de ton BTS? Alors pourquoi pas, mais je réfléchis aussi à faire une 3e année ou peut-être un master. Et donc avant de vouloir continuer dans l'entreprise, je vais d'abord moi me mettre d'accord sur la suite des études que je veux faire. Donc si je veux faire un bac+3, bac+5 ou si m'arrêter au BTS, ça me suffit. Ce sera à voir ça, je pense, à l'année prochaine. Dans un an, on en reparlera. Et du coup, ça serait toujours dans la même entreprise? Pourquoi pas? Ouais. Si je continue en alternance, je pense que je continuerai dans la même entreprise si je peux, si j'ai la possibilité de le faire. Parce que déjà, avec les années d'expérience à l'école, comme en entreprise, je vais pouvoir faire peut-être plus de choses, être plus efficace et apprendre plus aussi. Donc, il n'y a pas de raison de changer. Si je m'y plais. Et non, tu veux y aller? Juste tout ça en relation avec ton évolution de compétences, tu aimerais prendre de plus en plus de responsabilités? Si je peux et si j'ai les capacités, on va dire, si aussi je me sens de le faire, il n'y a pas de raison que je le fasse pas si mon patron est d'accord aussi. D'accord, en fait. Et sinon, est-ce que tu ressens une vraie différence entre avant, quand tu étais juste dans un cadre très scolaire, et maintenant, quand tu es du 50-50, quoi? Ouais. Vraiment. Moi, déjà, j'ai toujours eu du mal avec l'école, on va dire, scolairement parlant. J'ai pas au niveau des matières et des notes, mais plus en concentration. Être toute la semaine à l'école, être toute la semaine en cours, toute la journée assis sur une chaise à juste apprendre et rédiger et répéter. C'était compliqué. La fac, du coup, ça m'a permis de me rendre compte que c'était pas ce qu'il me fallait non plus, parce que j'étais trop en autonomie et donc au final, j'allais pas en cours. Je faisais pas grand-chose. Okay. Et c'est vrai que l'alternance, je me rends compte qu'en fait, j'aime bien aller en cours et que j'aime bien apprendre et que j'aime bien écrire et qu'au final, ça me redonne un petit peu ce goût de l'apprentissage théorique et de l'apprentissage pratique. Mais ça t'a vraiment stimulé, quoi. Ouais, vraiment. Je trouve que c'est super bien pour les personnes qui sont pas forcément très scolaires, mais qui veulent quand même continuer un cursus et avoir un bac+2 ou un bac+3 ou même un bac+5, parce qu'on peut aller jusqu'au master en alternance. Donc il n'y a pas de raison de s'arrêter. Ouais. Moi aussi, ouais, c'est ça. Si je te pose plein de questions aussi, parce que moi aussi, je suis issu de l'alternance en ce moment, donc ça m'intéresse aussi en soi. On n'a pas le même rythme, mais je trouve que, surtout au-delà de ça, on s'intègre beaucoup plus vite à la vie
en entreprise plus facilement aussi, et on se sent plus à l'aise par rapport à des gens qui auraient peut-être eux fait pas mal de choses, mais qui auraient pas directement qui serait pas directement qui serait pas directement entré dans le bain, exactement, c'est ça. Je suis d'accord. Non, mais c'est pour ça que je trouve ça vachement intéressant, et puis ça permet d'ouvrir plein de portes. Parce que même je rencontre plein de personnes grâce à mon travail, de l'office de tourisme, puis même je parle avec des étrangers, comme je disais, par exemple là on est parti en Irlande, mais on a aussi d'autres projets à l'étranger, donc ça aussi c'est intéressant de se rendre compte des différences, de créer des petits parcours. Oui, c'est aussi toi-même, quoi, ta culture générale. Il y a plein de trucs, c'est ça, ça m'apporte plein de choses. Et ton relationnel, surtout. Vraiment. Tu recommanderais l'alternance à ton entourage ou à nos auditeurs? Vraiment. Après, ça dépend du profil de la personne, je pense, parce qu'il y en a à qui ça va pas convenir de directement entrer dans la vie professionnelle et de pas être tout le temps en cours, etc. Mais c'est vrai que moi, par exemple, en sortant du lycée, je me suis dit que l'école, c'était fini, que je voulais plus y retourner. Et au final, je trouve que c'est une bonne manière de reprendre les cours si on a eu du mal et si on s'est arrêté, tout en n'étant pas tout le temps à l'école, mais en ayant un diplôme, sans forcément être tous les jours à l'école et tous les jours apprendre et toujours faire des contrôles et tout ça. J'aurais une autre question pour tous les deux. Du coup, tu vas commencer si ça te dérange pas. Qu'est-ce que tu recommanderais à un alternant si là tu fais comme si tu t'adressais à quelqu'un qui a envie de devenir alternant? C'est quoi les conseils que tu lui donnerais? D'avoir confiance en soi, parce que on veut tous quelque chose et on a tous quelque chose à apporter dans les entreprises. C'est ça, juste de croire en soi en fait, parce qu'on est tous capables de plein de choses et qu'on s'en rend pas forcément compte. Et l'alternance, ça permet vraiment de développer toutes ses capacités. Et voilà, je pense que c'est tout. Il faut oser, ça c'est sûr. Là-dessus, je rejoins totalement Margot. Si on est inhibé, si effectivement on prend pas les responsabilités qui s'offrent à soi, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire effectivement, on n'est pas dans une position d'observation. On est dans une position d'apprentissage, certes, mais d'apprentissage par l'action. Donc il faut oser. La deuxième chose que je recommanderais, c'est de communiquer. Il faut vraiment communiquer. Alors, on a l'archétype de l'alternant qui essaye d'attraper son patron ou son tuteur. Le tuteur, alors ça dépend des tailles d'entreprise, mais c'est souvent le patron. Effectivement, voilà, c'est pas évident d'attraper le patron. Mais il faut quand même communiquer avec le patron. Sur les choses positives comme sur les choses négatives. Voilà, s'il y a un mal-être, s'il y a quelque chose qui se passe pas bien, il faut absolument échanger, communiquer. Donc oser communiquer. Ça serait les deux recommandations que j'aurais. Et effectivement, si le profil d'entreprise le permet, je pense que oui, c'est une extraordinaire façon d'apprendre. Bien sûr. Et pour le tuteur, parce que, encore une fois, il y a une forme de symétrie. Pour le tuteur, c'est agréable de transmettre. Il y a un vrai plaisir à transmettre. Et c'est vrai que Margot partage une expérience positive. Moi, en tant que tuteur, je partage aussi une expérience positive. C'est chouette de partager ce qu'on a mis du temps à bâtir, à acquérir. Il y a un plaisir à ça. Il y a un véritable plaisir à ça. Et donc moi, je le dis peut-être aux chefs d'entreprise, je le dis aux entreprises elles-mêmes, oser ce plaisir-là, parce que c'est vraiment intéressant. Oui, c'est cette relation de confiance qui se bâtit au fur et à mesure et c'est vraiment un contrat qui permet d'avoir du 50-50, autant l'alternant qui a l'opportunité d'être formé en interne pour les spécificités propres du milieu du travail actuel. C'est pas de ce qu'il y a 50 ans, c'est pas de ce qui est vraiment concret dans le monde du travail, et l'entreprise qui a la possibilité qui mise un petit peu sur ce potentiel futur salarié qui apportera. Oui, c'est certain. Alors c'est peut-être aussi, on peut le dire, c'est peut-être la plus extraordinaire façon de recruter sur le long terme, parce qu'effectivement, une fois qu'on a partagé les méthodes, qu'on les a même améliorées avec l'alternant ou l'alternante, finalement, on n'a plus envie de le laisser partir. Donc c'est un modèle de recrutement qui est super intéressant. Il y a un autre effet, je ne vais pas dire pervers, mais par la bande, qui est très intéressant. Je disais qu'il y a un plaisir à partager, à reformuler, mais pour le tuteur ou pour l'entreprise, quand on accueille des alternants, on ne va pas avoir la même attitude. Si vous me laissez passer cette vieille expression, des fois on va faire des choses un petit peu à l'arrache. Quand l'alternant est là, non.
on doit lui montrer comment faire les choses correctement. Donc ça crée aussi une forme d'obligation pour le tuteur, pour les autres collaborateurs, parce que justement en alternant, on a quelqu'un qui est là pour apprendre. Alors on va faire les choses bien. Et il y a des résultats qui sont attendus aussi. Absolument. Et, du coup, est-ce que, pour en revenir un peu à ce que vous dites, vous voyez vraiment la différence entre un stagiaire et un alternant, du coup? Alors, ça dépend de l'alternant ou de l'alternante, mais oui, effectivement. Et alors, dans l'entreprise, moi, j'ai pas eu besoin de faire de mise au point ou voilà, on m'a simplement dit voilà, Margot nous rejoint. Et immédiatement, alors peut-être ça tient à la personnalité de Margot, mais immédiatement par les missions qu'on lui a confiées, en fait, Margot a commencé à soulager les collaborateurs. Alors là, quand on arrive à ce résultat-là, c'est gagné, parce que, comme je vous dis, aujourd'hui, ils viennent voir Margot en lui demandant de solutionner des problèmes pour eux. Donc là, tout le monde l'aime. Tout le monde l'adore. Tout le monde l'adore. Et donc là, personne se demande. Voilà, et personne se demande si elle est stagiaire. Donc non. Tout le monde la voit comme une collaboratrice à part entière. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Non. Et puis, alors peut-être une autre recommandation. Alors peut-être parce que mon entreprise est une entreprise passion, mais il faut essayer de prendre du plaisir. Il faut essayer de prendre du plaisir au maximum. Et ça, que ce soit versant tuteur ou versant alternant ou alternante, il faut prendre du plaisir. Il faut s'éclater à le faire. Bon, on a, c'est vrai, la chance d'avoir peut-être une niche qui est intéressante, qui est empathique. Voilà, là, en ce moment, on travaille sur une série d'événements en Toscane. Je me souviens du premier entretien que j'ai eu avec Margot où je disais voilà, est-ce que tu aimes le voyage? Et elle avait une réponse qui m'avait beaucoup touché. Elle m'avait dit ah oui, j'adore organiser des voyages et organiser des voyages pour ma famille. En fait, c'est un immense exercice d'empathie. Vous avez, là en l'occurrence, c'est pas la famille, c'est Goodyear. Bon, c'est différent. Mais ils sont quand même, voilà, ils sont 30. On veut leur faire passer un bon moment. Ce qui nous récompense, bon, c'est évidemment la facture, mais ce sont aussi leurs sourires. C'est le moment qu'on va passer avec eux. Si vous passez, vous les emmenez dans un restaurant qui est naze, voilà, vous allez être avec 30 personnes qui vont vous regarder, qui vont vous dire pourquoi vous m'avez emmené en Toscane, et puis je mange pas bien. Donc il y a une pression, évidemment, parce qu'il faut qu'on délivre une bonne expérience, mais il y a une récompense qui est extraordinaire. C'est-à-dire quand à la fin du repas, ils viennent vous voir et ils vous disent j'ai jamais mangé comme ça, ou j'ai jamais conduit dans des paysages comme ça, ou j'ai jamais conduit une voiture comme ça. Là, c'est massivement, comment dire, c'est une récompense extraordinaire. Oui, c'est voilà. Ce qui est enrichissant autour de cette expérience, qui vraiment débloque ce truc-là. Ça débloque ce truc-là, c'est effectivement... bon, là, on a fait une série d'expériences avec eux. Pour le coup, c'était en Toscane l'année dernière. Et 48 heures après qu'on soit revenu en France, ils me demandaient de les emmener en Corse. Donc, voilà. Et là, cette année, on travaille aussi avec Margot sur une série d'événements en Corse où, voilà... Encore une fois, pour moi, l'empathie, c'est une clé. Et voilà, on les connaît. On sait par exemple, voilà, on échange avec un office du tourisme qui veut nous faire une visite de Bastia et on négocie parce qu'on sait que si c'est trop muséal, ça va pas aller. Voilà, c'est pas une clientèle pour ça. Donc on dit voilà, est-ce que vous pouvez nous faire une visite un petit peu courte, un petit peu dynamique, avec des anecdotes, où on s'arrête un peu pour bouffer. Et ça, c'est chouette de faire ça. Parce que ce côté professionnel, exactement. Voilà, on va pas faire une visite de Bastia, on va faire leur visite de Bastia. Oui. Et ça, c'est passionnant à faire. Et je pense que Margot, elle aime ça autant qu'on l'aime. Et la récompense, voilà, c'est c'est les retours, c'est les sourires, c'est les félicitations, les remerciements. Et ça, voilà. Il ne faut pas se leurrer, les métiers du tourisme sont des métiers extrêmement difficiles. Vous me demandiez, je crois, un petit peu plus tôt, quelles sont les idées reçues, les images d'Épinal, des métiers du tourisme, et c'est pas vrai et tout. Alors, il faut le savoir, il y en a qui sont vrais. Hein. C'est-à-dire les gens qui bossent dans l'événementiel et qui font des journées de 16 heures, non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Non, c'est pas du tout. C'est vrai. Mais il y a une récompense au bout qui, à mon avis, est unique parce que alors oui. On conçoit, on vend des expériences à des gens, mais en réalité, on les vit avec eux, véritablement.
Donc voilà. Et puis en plus, le cadre est toujours top, quoi. Enfin, Toscane, Corse. Ça va. On va pas dire que. Ça va. Il y a pire. Voilà, oui, non, c'est certain. C'est certain, effectivement. Déjà, à commencer par la Côte d'Azur, hein, où notre entreprise est née, on l'oublie, mais voilà, c'est tout à fait vrai. Voilà, nous, on voit des gens du monde entier, ils viennent ici, ils sont émerveillés. On s'habitue. Voilà, mais quand on voit la Côte d'Azur, quand moi je vois mes voitures, voilà, au travers de leurs yeux, on ne se voit que dans le regard des autres, paraît-il. Ouais, on se dit c'est pas mal ce qu'on fait. Quand même, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est des heures, comme on dit. Voilà, le tourisme, c'est ça. Ce sont des heures. C'est commencer tôt, c'est finir tard. On gère aussi. Ça va vous paraître affreux ce que je dis, mais voilà, une matière première qui est massivement instable, en l'occurrence des êtres humains, alors qu'ils sont en plus là parce qu'ils sont récompensés, donc ils ont l'impression que tout leur est dû, tout ça, des fois, c'est compliqué à gérer. Alors, tout leur est dû aussi, il faut savoir, par exemple, dans un voyage de récompense, on les récompense bien pour quelque chose. Parce qu'ils ont vendu beaucoup d'ordinateurs, acheté beaucoup de logiciels, que sais-je, et donc ils ont l'impression que, oui, ils l'ont payé d'une certaine façon ce voyage, qu'ils l'ont mérité. Donc oui, ça c'est une psychologie assez fine, hein, on essaye de la partager ensemble, mais à faire c'est pas mal, ouais. Et j'ai quelques questions alors qui nous viennent du chat. Une question de Kaisa 1. Combien coûte une C3 2012 110 km, s'il vous plaît, j'aimerais vendre ma voiture. Alors, je suis à peu près incollable sur toutes les voitures qui ont plus de 30 ans. Mais alors, celle-là, non, pas du tout. Est-ce que vous avez des 4 roues aussi, ou des motos, ou des quads? Alors, les motos, on y a pensé. J'aime autant les motos anciennes que les voitures anciennes, mais elles nous posaient pour le coup un problème assurantiel. Les permis moto étrangers aussi sont complexes. Il faut savoir que plus de 80% de notre clientèle est étrangère. Donc voilà, non, les motos ne sont pas louées. C'est plus compliqué aussi de communiquer avec des gens qui sont à moto. Aujourd'hui, on guide nos rallyes avec un système de radio HF, avec des talkie-walkie. On est toujours en relation avec les gens. Ça aurait été plus compliqué à moto. Donc non, pas de moto. Et je crois que c'est une grande curiosité là, mais on me demande la voiture la plus chère que vous avez et la moins chère. Ah, ça, c'est une question rigolote, ouais. Bon, quand on aime, on ne compte pas, paraît-il, mais allez, on a un petit groupe de voitures, on va dire largement au-dessus de 200 000 euros. On pourrait dire, par exemple, notre DS Cabriolet Chaperon, qui est une auto extraordinairement rare, qui était faite pour la présidence de la République, pour le général de Gaulle en fait. Voilà, la nôtre en plus a été conduite par Brad Pitt et Angelina Jolie. Oui, c'est une voiture de grande valeur. On a une berlinette Alpine Cabriolet qui a été produite à une cinquantaine d'exemplaires. Il doit en rester peut-être une quinzaine dans le monde. Donc ça, oui, effectivement, c'est une auto rare, chère. Oui. Et pourtant, elles sont sur la route. Et c'est ça qui est important. Il faut qu'elles vivent, il faut qu'elles soient sur la route. Mais pour aller à l'autre bout du spectre, parce que c'est une histoire de passion plus qu'une histoire d'argent, pour répondre à l'autre partie de la question, on a une 404 Cabriolet qui est elle, tout à fait populaire. C'est la National 7, c'est la France. Une auto qui vaut peut-être 30 ou 40 000 euros, ce qui reste une somme importante, mais voilà, qui reste accessible et voilà, donc on a un petit peu de tout. C'est l'idée de l'entreprise et de la collection. Il n'y a pas que des coccinelles, que des 2 chevaux ou que sais-je. C'est une espèce de musée qui roule, on va dire, de collection folle et c'est ça qui est aussi. Alors, pour nous aussi, c'est un gage de sécurité parce que, comme les voitures sont extraordinaires, ça a un grand impact sur le comportement des participants. On collabore avec une entreprise qui, elle, organise des activités en 2 chevaux et ils ont ce problème, c'est-à-dire que les gens, peut-être, ne les traitent pas très bien, les 2 chevaux, parce qu'ils se disent, bon, ma foi, ça vaut pas cher, etc. C'est vrai que quand les invités de nos groupes sont au volant d'une Jaguar Type E, d'une Ferrari 308, que sais-je, ils sont tout de suite un petit peu inhibés, ils font très attention, d'ailleurs ils roulent très doucement, et c'est tant mieux. Voilà, c'est ça, exactement. Ils sont peur, ils sont terrorisés, pourvu que ça dure. Donc voilà, donc effectivement, que les autos soient de grand prestige, bon, c'est notre plaisir,
mais c'est aussi un gage de sécurité et de respect de la part des participants. Ok. T'as des choses à dire? Du coup, le cœur même de votre métier, c'est aussi de l'organisation et de beaucoup de recherche, que ce soit les lieux que vous voulez partager, dans l'aspect touristique, mais aussi la recherche, si je puis dire, un peu chiner des voitures potentielles que vous pouvez ajouter à votre catalogue. C'est le travail de l'hiver, ça, effectivement. L'hiver, on cherche des voitures. L'hiver, on cherche des voitures, on cherche des lieux, on cherche des restaurants, on cherche des hôtels, on cherche des expériences à leur faire partager. C'est extrêmement enrichissant et passionnant. Oui, et effectivement. Du coup, vous avez des bonnes adresses. Je crois. Effectivement. Oui, il le faut. C'est important. Encore une fois, l'expérience automobile, c'est le cœur de ce qu'on propose. Mais s'ils font un formidable tour en voiture, mais qu'ils mangent mal, voilà, ça va malheureusement avoir un impact sur l'expérience. Si ils arrivent pour visiter je ne sais quel partenaire comme Fragonard, on va dire, etc., puis que le parking n'est pas bien organisé, ils vont se dire c'était un peu le bazar cette histoire. Donc il faut, voilà, évidemment nos voitures sont extraordinaires, mais toutes seules elles ne suffisent pas. Et c'est pour ça aussi qu'on a souhaité enrichir la partie tourisme, on va dire, de l'entreprise. Alors il y a d'ailleurs, et on en parlait, ou Margot l'abordait un petit peu, d'autres évolutions, hein, c'est-à-dire que on lorgne aussi un petit peu du côté du voyage automobile, c'est-à-dire de fournir l'entièreté de l'expérience. C'est quelque chose auquel on pense, parce que, alors aujourd'hui le mot contrôle n'est pas très bien vu, mais oui, en tant que prestataire, on veut aussi du contrôle sur le reste de l'expérience, et si on s'occupe de l'hôtel, si on s'occupe du restaurant, si on s'occupe de tout, eh bien on arrive peut-être à avoir quelque chose qui soit plus homogène. C'est un peu la sécurité de l'expérience, et pour pouvoir associer ce sentiment de contrôle, mais d'un aspect positif, d'avoir un apport de qualité pas toujours irréprochable, parce qu'il y a toujours des imprévus tout le temps. C'est peut-être le cœur aussi de votre métier, de gérer les imprévus et de savoir réagir en conséquence. Comme je disais, on manipule deux matières premières qui sont extrêmement complexes, c'est-à-dire un outil de production, on va dire, et qui sont des voitures qui ont 30, 40, 50, jusqu'à 60 ans, et puis des êtres humains qui viennent de tous les pays du monde. Donc oui, effectivement, il y a une dimension de chaos qui est absolument inévitable, mais qui est sympathique. Quand vous êtes, pour citer quelques partenaires, quand vous êtes au Fairmont, quand vous êtes à l'hôtel Westminster, sur la promenade des Anglais, que vous partez avec 30 voitures de collection et des clients indiens, c'est un saut dans l'inconnu. Voilà, c'est un saut dans l'inconnu. Voilà, on apprend, nous, à le contrôler avec des méthodes, en les amenant. Et même si c'est de la récompense, il y a aussi, à la fin d'une journée de rallye, il y a une petite dimension d'achievement. Ils sont contents de ce qu'ils ont réalisé, ils sont fiers. Et ça, c'est chouette également. Mais c'est le chaos, tant mieux. Vous engagez c'est par pure curiosité, mais vous engagez des interprètes dans ce genre de situation ou... Non, jamais. Jamais. Il y a une explication technique à ça. Il faut que nous puissions comprendre tout ce qui se dit. Donc l'anglais, un point c'est tout. On a eu pendant très longtemps un collaborateur russe, russophone, et quand on avait des groupes russes, je lui demandais de ne surtout pas parler russe, parce qu'il pouvait avoir du coup une communication avec les clients que le reste de l'équipe n'aurait pas comprise. Donc, pas d'interprète, on parle anglais, c'est tout. C'est comme ça. Voilà. Ça vous a pas fait perdre des clients, entre guillemets ou... Non, parce que notre clientèle est une clientèle entreprise essentiellement, oui. Et l'anglais quand même, l'espéranto universel, et voilà. Et je dirais, alors il y a des nationalités, là effectivement on a eu un groupe, une société d'assurance espagnole, on a été très surpris de voir que les Espagnols parlent très peu anglais. Voilà, comme ça. Voilà, il y a des nationalités qui sont très à l'aise, mais effectivement les Espagnols non. Donc voilà, on compose le langage des signes, mais voilà, avoir un interprète, si par exemple nous on donne un briefing, que l'interprète le traduit mais qu'on ne sait pas ce qu'il a dit, voilà, ce qui est voilà, il y a un moins de 10 ans en matière de sécurité. Donc non. Éviter d'avoir avoir des strates entre les clients. Voilà.
le Lost in Translation. Voilà, c'est donc l'anglais. Mais c'est vrai qu'on le voit, nous, sur la plupart des activités, parce qu'il y a des activités comparables à la nôtre, on va dire les activités de yachting, les activités de cours de cuisine, de choses comme ça. On fait tout en anglais. Tous les prestataires d'activités, nous, notre petite branche, notre petite niche, on appelle ça les fournisseurs d'activités, on le fait en anglais. C'était une condition à l'emploi, savoir bien parler anglais ou... Oui, il y a eu une partie de l'entretien en anglais, c'est un prérequis. Bon, il se trouve que Margot parle très bien anglais. Oui, c'est un plus. Là, par contre, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que ce serait pas forcément un bon service à rendre à quelqu'un qui veut travailler dans le secteur du tourisme, en tout cas sur la Côte d'Azur, en ne parlant pas bien anglais. C'est vrai que ça serait même placé. Après, tout est possible. Avec une très forte motivation, on peut aussi prendre des cours, entre guillemets, rattraper son retard. Mais c'est vrai que là, ça a permis à Margot d'être immédiatement opérationnelle aussi. Donc, c'est pas mal aussi. Du coup, là, on va bientôt finir le live, mais avant ça, j'ai encore 2-3 questions. Allez. En tant qu'employeur, quel est l'intérêt ou la plus-value que vous voyez à embaucher un apprenti plutôt qu'à recruter quelqu'un directement? Alors, il y a... Aujourd'hui, on invente nos métiers. Enfin, si je cherche un BTS de location de voitures de collection, je ne vais pas en trouver. Donc effectivement, avoir quelqu'un qui est dans une situation d'apprentissage, ça me dérange pas plus que ça, en quelque sorte, parce que de toute façon, je ne vais pas pouvoir recruter quelqu'un qui a été totalement formé pour les missions de l'entreprise. Donc autant le faire. Il y a une véritable volonté de transmission. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je vous disais, il y a un plaisir à le faire. Ça me paraît être une façon de... on fait partie d'un environnement économique. Aujourd'hui, le CRT, par exemple, pour ne pas le nommer, la région nous aide parce qu'elle fait la promotion de la destination, elle nous amène des agences étrangères. C'est bien aussi de faire partie de cet environnement économique en renvoyant l'ascenseur, entre guillemets, et à notre tour en étant une porte d'entrée pour des apprenants. Donc non, je trouve ça finalement assez vertueux. Transmettre, et puis dans tous les cas, je ne trouverai pas de gens qui soient directement formés au métier que je veux faire. Super. Et Margot, quelle est la voiture que tu préfères à ton travail? C'est compliqué parce que comme il le disait, en fait, il y a plein de voitures différentes pour plein de choses différentes. Ouais. C'est vrai qu'après, il y en a quelques-unes qui ont retenu mon attention. Il y a la Testarossa déjà, pour commencer, Ferrari Testarossa, bien évidemment, rouge, très très belle. Malheureusement, plus trop... En réparation. Voilà. Pas en réparation, mais c'est pas très grave. Après, c'est vrai qu'il y a la Jalpa, que j'aime beaucoup, Lamborghini Jalpa. Okay. C'est un très beau modèle. Et la C2. Voilà, Corvette C2 Stingray. Oh, je pense que c'est mes préférés. 1963, c'est une très belle voiture. Pour rajouter la date. C'est magnifique. Voilà. C'est ce qu'on appelle... Il y a deux vagues dans le design américain dans l'après-guerre. Il y a ce qu'on appelle le design jet dans les années 50. Ils font des voitures qui ressemblent à des avions en réaction. Et après, dans les années 60, ils regardent plutôt vers la Lune et on a des voitures qui ressemblent un peu à des fusées. Et la C2 est effectivement ce design très, très inspiré de la conquête spatiale. La voiture ressemble à une soucoupe volante. Par rapport à ce qui se passait dans ces moments-là. Oui, mais encore une fois, je vous parlais des années 50, 60, 70, et il y a une cohérence, même dans les lignes de design. Si on regarde le Rock'n'Roll, enfin si on écoute le Rock'n'Roll, si on regarde Calder, si on regarde l'art, ce qu'on appelle l'art contemporain, il n'était pas moderne, on l'appelait pas moderne à l'époque. Si on regarde l'art contemporain, vous regardez les couleurs qui sont utilisées, ce sont les couleurs que vous allez retrouver sur les voitures des années 60. Voilà, cette espèce de foisonnement créatif. Donc oui, la Corvette C2, elle raconte. C'est une voiture, mais c'est ça qui est extraordinaire avec l'expérience qu'on propose, c'est que c'est une voiture, mais elle raconte des histoires. C'était les symboliques aussi. Voilà, le symbole, l'histoire qu'elle raconte, et nous, quand on a un groupe, évidemment, on les emmène conduire. La conduite, c'est le cœur de l'expérience, mais on partage aussi avec eux des histoires d'automobiles.
elle était dans tel film. Voilà, la Lamborghini Jalpa que Margot aime beaucoup. Ben, c'est aussi la voiture de Sylvester Stallone dans Rocky. Voilà, quand il commence ses premiers combats, quand il commence à gagner des sous. Voilà, il y a une scène. Voilà, il y a une scène où on le voit, comment dire, tout musclé en train d'astiquer une voiture. Voilà, c'est Rocky. Il commence à réussir. Il gagne du fric. Ouais, magnifique. Ouais. Voilà, ce sont des années. Alors c'est un des fils rouges de la collection, c'est-à-dire chercher des voitures de cinéma, chercher des voitures que les gens connaissent parce qu'ils peuvent se les approprier aussi plus facilement. Quand ils reconnaissent, voilà, on a trois AC Cobra qui sont des voitures qui ont aussi beaucoup de succès parce que les gens les connaissent. Voilà, donc c'est on les voit, c'est la voiture de Steve McQueen, ouais, c'est une image derrière aussi. Voilà, beaucoup d'images, beaucoup d'histoires à raconter encore une fois. C'est ça. Et du coup, pour finir, une petite question. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire une collaboration avec La Bonne Idée? Moi, je suis tout ouvert à toute forme de collaboration. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Allez, au boulot. Allez, écoutez. T'as un truc à dire pour la fin? Juste une dernière question. Est-ce que vous êtes en recherche d'alternants ou dans le futur ou actuellement? Oui, actuellement, absolument. On a un poste à pourvoir et dans le futur, on le sera également. L'expérience pour nous est vraiment une bonne expérience. Toujours dans le secteur du tourisme? Alors, oui et non. Alors oui, on a un deuxième poste à pourvoir aujourd'hui dans le secteur du tourisme. Et comme l'expérience est un succès et qu'on a un tuteur qui le permet, peut-être aussi on sera assez rapidement en recherche d'une alternance, d'une ou deux alternances dans le secteur, lui, purement automobile. D'accord. Un dernier mot, vous avez un dernier mot pour la fin? Oui, un mot de la fin ou un truc à dire aux gens qui nous regardent là. Un conseil, je sais pas. Alors moi, je vais plutôt parler aux entrepreneurs et leur dire oui, qu'il faut oser, qu'il faut essayer, qu'il y a dans l'alternance vraiment un beau potentiel, de belles réussites. Donc oui, il faut oser, il faut le faire. Bah écoutez, je pense qu'on va terminer là-dessus. Merci à tous les deux en tout cas, c'était très intéressant. On a pu avoir votre prisme sur le secteur du tourisme et plus particulièrement sur votre secteur qui est assez particulier mais qui touche à tout finalement. L'organisation, l'expérience et le divertissement finalement. Mais aussi axé aussi sur l'histoire puisqu'on a vu chaque voiture a son histoire et c'est vecteur d'une époque. Donc merci à tous pour avoir assisté à ce live et je vais bien. Merci. Merci pour tout. À bientôt. À bientôt. Je pense à personne, je m'en bats les couilles de vous et vos lives. Quand je suis dans ce mood, baby, c'est mieux que tu t'en ailles. Arrête de faire genre que tu prends soin de moi. Tu sais que ça me gave. C'est mon problème si je me fais du mal. Ironie leur race pour un peu d'audimat. Ironie leur sera pour 2-3 jolies dames. La relation gave une fois que j'ai vu toutes ces cartes. Je sais pas, je mets beaucoup d'oseille dans le rap, c'est même pas rentable. Mais je m'en bats les couilles, y'a que ça qui répare mon âme. Y'a que ça qui donne un sens à ma putain de life. Baby, pourquoi tu râles? Ton love mais pas vital. Je sais pas si c'est parce que je suis trop dans mon art ou parce que j'ai pas trouvé la perle rare. Je commence ma peine et c'est trop joli. Je regarde les étoiles en haut de la colline. Ça prend du time, j'attends qu'elle s'aligne. Souffrir peut guérir, c'est le charme de l'œil. Sors, je le montre.